je suis Sonia Chalby, enseignante d'anglais au département des langues, merci à mes collègues d'être présents, et également en écriture créative et en littérature pour une section d'étudiants scientifiques qui sont là, qui nous ont beaucoup aidés, et dont nous avons effectivement un représentant ici. Alors je pense que chacun va déjà se présenter rapidement. Vous allez pouvoir vous-même juger de la diversité en fait, des sections et des niveaux entre guillemets. Vous allez voir qu'il y a différentes sections, voilà, et filières. Une regarde. Très bien. Donc moi je suis Iris Astier, étudiante en première année de master en mathématiques fondamentales. Et j'ai connu Sonia l'an dernier en cours d'écriture créative d'atelier. Et c'est par celui-là que j'ai eu accès à ce jury. Martin Ruvigny, du coup, moi je suis étudiant en entrepreneuriat, gestion de petites et moyennes entreprises à l'Institut Montpellier Management à Richter. Et je suis là parce que j'ai répondu à un mail. Et on est ravis d'avoir Martin qu'on ne connaît pas, effectivement, qui est de Richter, du nom du coup, moi c'est Swan Solaire et je fais partie de la R3 SPDMS qui est entre la fac d'éducation et la fac de sciences. Et du coup, on se destine à faire de l'enseignement ou de la vulgarisation dans les sciences, pour faire simple. Mais on a la chance justement d'avoir une UE de littérature avec Sonia Chalby cette année. Et pour toutes les raisons que vous avez citées tout à l'heure, c'est-à-dire amener l'art et la littérature dans les sciences aussi, parce qu'on trouve que c'est important. Moi, je m'appelle Hugo Plomba, je suis doctorant en astrophysique à la faculté des sciences. Et j'ai connu Sonia à travers les cours d'anglais que j'ai eu en master. On a gardé très bon contact. Donc j'ai la gentillesse de m'inviter aussi pour participer à cette événement. Moi, c'est Nafi Terrasse. Je suis en 3e année de biologie et écologie à la faculté des sciences. Et comme tout le monde ici, j'ai connu Sonia. Et moi, c'est comme Iris à travers les ateliers d'écriture créative. Et c'est pour cette raison que je suis ici pour aider mes collègues à interviewer. Alors, je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une diversité de filières, d'années, et c'est ça qui est passionnant. Donc, on a eu beaucoup de plaisir en fait à travailler parce qu'on a justement un apport très, très différent et de manière très intéressante. Les sciences économiques sont très littéraires. Enfin, on verra par la suite avec Martin. Alors, grâce à la F3, on s'est vraiment un petit peu mobilisé parce que cette problématique du travail en fast-food, donc on va un petit peu expliquer à tout le monde. Pour nous, c'était aussi très important de vous expliquer le déroulé de la rencontre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura à peu près 45 minutes de questions, d'échanges. Donc moi, je vais m'éclipser, je vais être là simplement pour jouer les petites mains au niveau informatique. Mais je vais laisser les jurés poser des questions à Claire. Et puis, on aimerait après que par la suite, vous puissiez en poser. Donc, on a également prévu de faire en sorte que pour les gens qui n'ont pas lu peut-être ce roman, que on espère tous que vous aurez envie de lire par la suite, donc en salle, et qui se trouve dans toutes les bonnes BU, l'université de Montpellier, on espère que vous aurez envie, vous aussi, peut-être de participer. Alors, la thématique, Iris va vous la présenter tout à l'heure. On a aussi prévu 2 petites lectures pour que vous puissiez aussi jouer du style, entendre un petit peu. Donc là, c'est par rapport à France Culture. Et c'est là que peut-être on aura besoin de moins de lumière. Grâce à la section L3, ici présente, nous avons décidé de faire un micro-trottoir sur l'université, le campus des sciences, pour savoir comment les étudiants, donc on s'est amusé à poser différentes questions. Alors merci à ceux qui ont filmé, qui se sont prêtés à l'interview, certains sont dans le public. Bon, ça reste un film bien modeste, mais ça va introduire le sujet, je pense. Voilà, donc a priori, on est bon. Dites-moi au niveau du son, si ça va. J'ai déjà travaillé dans un fast-food. Dans lequel exactement? McDo, dans le sud de la France. Est-ce que tu y retournerais travailler? Non. Et pourquoi? Le rythme, ça va très vite, on t'en demande beaucoup. En fait, quand tu y es, c'est assez enrichissant, parce que tu te sens utile, tu aides les autres, il y a de la camaraderie. Mais une fois que tu as la possibilité de t'en sortir, tu essaies de ne pas y retourner.
Meilleur souvenir, le problème des fast-food, c'est que moi j'y vais vraiment quand j'ai pas le temps. Mais en vrai, hier je me suis tapé un bon tacos gratiné, c'était pas mal. Ok. Et ton pire, du coup, souvenir? La première fois que je suis allé dans un McDo, c'est pas passé et j'ai eu bien mal au ventre pendant longtemps. Alors, je dirais pas spécialement parce que bon, voilà, je pense pas que les gars à l'usine ils sont heureux de porter des palettes tous les jours, mais en tout cas il faudrait faire en sorte que les conditions de travail diminuent la pénibilité. J'ai l'impression que les conditions de travail sont assez mauvaises, des témoignages que j'ai pu en avoir d'autres amis qui avaient travaillé. Et la qualité de la nourriture me paraît pas vraiment folle, donc ça aurait pas trop de sens pour moi d'essayer de nourrir des humains avec une nourriture de cette qualité-là. En plus, il y a la cause animale qui me tient un petit peu à cœur et de ce que j'ai pu comprendre, c'était pas le top niveau. En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par le travail à McDo, mais moi j'ai kiffé, j'ai adoré travailler là-bas. Ok, pourquoi? Ils sont très forts pour tout optimiser. En fait, ils pensent vraiment à tout. Chaque tâche que tu dois faire, il y a une méthode pour la faire et pour ne pas perdre de temps et toujours aller à l'optimum, enfin l'optimal. Et moi, j'ai adoré ça. Meilleur souvenir, c'est pas un bon moment, c'est juste un moment qui est absurde. On a passé une commande et on a attendu pratiquement 1 heure. On a vu des gens qui sont arrivés après nous se faire servir avant. Ça serait un peu C'est comme un peu le drôle. pire, on va Ouais, dire. c'est le Ok. pire, mais c'est un peu drôle quand on y repense. Je pense que c'est les frites au McDo là quand elles sont chaudes et Ouais. qu'elles viennent d'arriver là. C'est des machines qui font bip bip, mais qui font jamais le même bip bip. Il doit y avoir 7 ou 8 machines entre les cuiseurs, les friteuses, les frigos. Et après il y a d'autres appareils que je connais pas. Et tout ça dans la cuisine qui bip en même temps, mais de façon différente, ça fait une atmosphère qui est très angoissante et qui s'arrête jamais. Donc chaque machine a son bip. Ouais, fait bip, des fois ça fait bip bip, bip 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 bip, bip bip, fois 8. Donc, merci beaucoup d'avoir déjà un petit peu là. Donc là maintenant, moi, je vais laisser la parole à tout le monde et m'éclipser juste pour... Moi, je vais faire un très court résumé du roman En salle. Il s'agit d'un roman très concis de 130 pages qui est composé de 4 chapitres qui alternent entre les souvenirs d'enfance d'une jeune fille née dans une famille ouvrière et son travail de jeune adulte dans une grande enseigne du fast-food qui ne sera jamais nommée. Oui, je peux bonsoir. Oui, absolument. Merci beaucoup. J'en profite, mais merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être devant vous tous. Non, j'ai été touchée par ce micro-trottoir. Enfin, c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que le fast-food, en tout cas comme lieu, moi, m'a intéressée un peu tardivement parce qu'effectivement, j'y ai travaillé, mais mon ambition première, en tout cas, était vraiment autour du lieu d'usine, en fait, comme lieu de souvenir d'enfance. J'avais envie de m'intéresser à ça, en fait, la perception et l'empreinte d'une usine sur l'enfance, dans ce que ça a, voilà, l'impact, en fait, tout simplement, en fait, de l'usine, la façon dont ça conditionne aussi le quotidien d'enfant, et aussi d'ailleurs, de toute façon, en règle générale, le travail des parents et la façon dont ça infuse dans une enfance, sans que ce soit quelque chose qui soit forcément montré du doigt, mais juste, voilà, comme une sorte de constat, en fait, voilà, le travail des parents comme sa façon d'avoir un impact sur les enfants, sur leur façon de vivre ce quotidien. Et c'est vrai que le fast-food est arrivé à un moment assez curieux où je développais ce projet-là et je suis touchée parce que c'est vrai que c'est un travail qui est assez particulier, qui est très marqué en fait, par des choses précises sur la répétition, sur les sonorités. Et ça donne du travail littéraire intéressant sur les différents textes que ça va créer en fait. Et après, c'est pas la question de savoir s'il est bien ou pas bien de travailler au McDo et d'ailleurs le fast-food, puisqu'effectivement moi j'ai fait le choix de mentionner que le fast-food, et puisque en fait de toute façon le fast-food est à peu près similairement le même, peu importe quand ça vit. Et on le voit quand on y travaille, puisque c'est les mêmes machines d'ailleurs. Donc bon, voilà, brièvement en tout cas, mais je tenais à dire ça. Merci encore pour cette vidéo. Merci à vous pour le retour.
on a pensé au public, on s'est dit peut-être, donc Iris nous a donné les grandes lignes un petit peu. C'est intéressant peut-être que vous entendiez le style de Claire Baglin, et il y a un podcast de France Culture donc avec Marie Richeux, qui est donc une animatrice assez connue, qui dit très bien, et on a envie de vous faire entendre ce qu'on appelle l'Inkipit. Donc l'Inkipit, c'est le début du roman. Ça, vous pourrez un petit peu voir, et on démarrera nos questions, si tout va bien. Et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Je suppose que vous avez postulé partout, même chez nos concurrents. La voiture ralentit et mon père met le clignotant à gauche. Après une négociation d'1 heure, la berlingot passe enfin le portique et fait plusieurs tours avant de se stabiliser sur le parking. Mon père n'a pas retiré les clés que maman se retourne vers nous. Elle va prévenir. On y va, mais c'est exceptionnel. Et surtout, vous ne courez pas, vous ne criez pas. La portière a déjà coulissé, nous sommes dehors. Nico court et passe une manche de manteau après l'autre. Ses lacets sont défaits. Il les a dénoués quelques heures plus tôt, après la 3e halte autoroutière. Il faut se dépêcher avant que les parents ne changent d'avis, regrettent et nous rattrapent. Les lampadaires semblent s'allumer à mesure que nous nous approchons. Très vite, je me fais distancer par Nico, soutient la porte du regard. Mon nez coule sur ma bouche, de grosses larmes viennent remplir mes oreilles. Le logo lumineux jure que c'est ouvert et me rassure. Il dit « On ne vous décevra jamais, on sera toujours là pour vous, partout ». Je ne crois qu'en cette lumière qui vacille par intermittence. Nico gravit les marches, son pied droit bute sur la dernière et son visage s'écrase contre la porte vitrée. Le nez dilaté, il rit, je le rejoins. Les parents sont encore loin. Maman défait les manches du gilet autour de sa taille pour l'enfiler. Mon père déclenche la fermeture automatique de la voiture à distance. Il appuie 1 fois, 2 fois. Nico les appelle. « Allez, allez !» Et l'odeur de friture nous parvient à travers la porte. L'odeur de la fête, de la capitulation parentale. Non, non, je connais surtout votre chaîne. Les autres, je n'ai jamais essayé. Voilà, on avait envie de vous faire entendre l'écriture de Claire Baglin. Merci. Du coup, c'est moi qui vais commencer à poser la première question. Alors, d'abord, on a une question peut-être un petit peu compliquée. Vous avez partiellement déjà répondu. C'était justement sur les. En fait, donc, il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent. C'est un roman qui est très riche, qui est court, mais qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on se questionnait justement sur les thèmes essentiels que vous avez souhaité aborder. Vous avez parlé de l'usine, mais du rapport d'un enfant à l'usine. Oui, effectivement, les thèmes. En fait, je pense même qu'on pourrait parler de motifs, parce que j'ai l'impression que c'est un roman à motifs. En fait, on retrouve des choses, et puis après, ça peut être plus ou moins exhaustif, parce que je me suis rendu compte, en fait, et d'ailleurs presque après l'écriture, que j'avais répété beaucoup de choses, en fait. Il y a des choses que j'ai répétées sans y prendre forcément garde, mais il y a comme ça des souvenirs. Par exemple, il y a la mère dans cette famille, parce que c'est une famille de 4, qui souvent relève le cul sur son visage pour dormir. Et en fait, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça pourrait constituer une sorte de motif comme ça, en fait, de qu'est-ce que les enfants perçoivent de leur, d'ailleurs déjà du travail, mais ensuite des visages comme ça des parents. Des visages, de la façon par exemple, dont les mains, quand ils voient les mains revenir en fait, du travail, qu'est-ce qu'ils voient sur les mains. Et moi, ça me fait penser parce que j'ai fait ce parallèle il y a assez peu de temps. C'est que je m'étais intéressée au travail de photographie d'une jeune femme qui s'appelle Alix Cléo Roubaud, qui était en fait l'épouse de Jacques Roubaud, le poète. Et en fait, c'est une photographe qui s'est intéressée à un grand nombre de choses. Je pense que je ne saurais pas en parler assez précisément. Mais il y a une photographie très particulière d'Alix Cléo Roubaud qui est en fait une photo qu'elle prend quand elle est à l'arrière de la voiture. Et elle prend en photo les lunettes de son père qu'elle perçoit dans le rétroviseur. Le rétroviseur central. Et c'est une photographie que je trouve très touchante, où elle a voulu, en fait, par ces photos, saisir le regard d'enfant ce qu'elle voyait de son père, en fait, pendant tous ces trajets de voiture d'enfance. Et je sais pas, c'est une photo qui m'avait énormément plu et qui me semble faire résonance avec le roman, justement, sur ce qu'on voit. Et pour en revenir au motif, donc effectivement, déjà, il y a l'usine, moi, qui est un objet, qui était le premier objet littéraire. Alors, mes lectures d'emblée, en tout cas avant que le roman ne se déploie, mes lectures étaient autour de l'usine. Je lisais des romans d'usine, je m'intéressais en fait, à ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, qui est un courant plus ou moins large comme ça, qui peut se retrouver d'ailleurs dans plusieurs pays, puisque
je m'étais aussi un peu intéressée à la littérature japonaise, qui est très particulière, qui est presque un message en fait, qui est en fait tout simplement communiste. Et ça, c'était vraiment les lectures que je faisais, j'étais assez fascinée par ça, justement, comment on écrit le travail, en fait, comment on écrit les gestes, comment on écrit la répétition, les journées aussi, et bien sûr les rapports entre les personnes qui travaillent. Et donc ce premier motif-là d'usine, il y avait également forcément le fast-food qui est arrivé un peu plus tard, et qui, moi, en tout cas, a constitué pour moi une sorte de pierre de touche de l'usine, puisque je n'arrivais pas en fait à accrocher l'usine. C'était un objet un peu compliqué. Je me rappelle que les lectures, j'avais parlé avec mon père, donc j'avais fait des enregistrements, parce que voilà, mon père est ouvrier de maintenance dans une usine automobile. Donc je m'étais intéressée à ça, j'avais essayé de lui poser quelques questions avec son accord et de l'enregistrer. Mais tout ça ne me permettait pas de constituer vraiment un arc narratif autour de l'usine. Et donc après, il y a eu le fast-food, qui est donc ce deuxième motif. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres choses, c'est peut-être l'ennui, pour moi, qui est très important et qui est même peut-être lié à la salle. Et c'est même ça d'ailleurs qui a donné son titre pour moi, c'est qu'en fait l'ennui c'est en salle justement. Puisqu'en fait on comprend qu'il y a plusieurs postes auxquels on peut être affecté dans un fast-food. Et la narratrice de ce roman, en tout cas, n'est qu'à des postes de service, donc elle n'est pas en prison. Elle est vraiment à des postes de service, et puis il y a ce lieu-là, donc la salle, qui est en fait juste le poste de service à table. Et c'est un lieu qui me semble autant lié justement à la vitesse, à la répétition, qu'à l'ennui, et aussi à ce moment où en fait, le service continu fait qu'on est encore là, de 14h à 16h, une sorte de temps comme ça étiré, je pense. J'avais lu les journaux d'usine de Simone Weil pendant mes premières lectures, et en fait j'avais été assez frappée, mais elle parle de ça, et en fait quand on travaille comme ça, l'unité de temps ça devient la journée. Et c'est vraiment, en fait, on ne voit pas le lendemain, mais on voit presque en fait quelque chose de réduit. Voilà, c'était une image comme ça qui m'avait touchée. Donc je pense qu'il y aurait l'usine, le fast-food, l'ennui, et puis alors, qu'est-ce que je pense qu'il y a d'autres choses encore. L'ennui nous semble d'ailleurs faire passerelle avec l'enfant de narrateur du roman, puisque en fait il y a vraiment cette chose-là qui revient, c'est que ce sont les enfants qui attendent. Et peut-être que ça pourrait être l'ennui et l'attente comme une sorte de double, même médaille comme ça, l'ennui et l'attente. Voilà. Sur l'enfance, on note donc il y a eu un point avec son frère Nico, qu'elle semble avoir presque prendre vie en fait. Pendant une longue partie du roman, de ses enfants d'enfance, elle est effectivement dans l'attente, elle est passive, ou elle est très extérieure à son propre regard. Ah non, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble même assez enfantin en fait, de nature, parce que cette chose-là de l'attente, c'est aussi l'absence de prise sur les choses en fait. C'est-à-dire les enfants attendent en fait que les parents décident de partir. Enfin forcément en fait, c'est voilà, on attend dans la voiture, on attend d'arriver, on attend. Et ça c'est quelque chose qui me semblait faire lien avec le fast-food. Et après je pense qu'il y aurait d'autres motifs encore. Et voilà, je pense que ça peut même être un jeu de retrouver comme ça ces choses-là. Je pense par exemple même au motif de la sacoche, dont on a pas mal parlé dernièrement. Au début, ça me semblait juste être un des objets du roman. Mais en fait, dans ce roman, c'est une famille de 4, donc avec le père, la mère, d'ailleurs le père qui est nommé mon père, la mère qui est nommée maman, la narratrice donc, qui n'a pas de prénom, et le petit frère qui s'appelle Nico, qui garde ce diminutif. Et on pourrait presque imaginer une lecture comme ça du roman avec chacun son objet. Et il y a la sacoche du père à laquelle il se cramponne, notamment dans cette scène qu'on a entendue. Voilà, en fait, le père se cramponne à cette sacoche. Et je sais pas, encore une fois, en entendant parler de ça, justement, ça me semblait presque le résumé de tout ce à quoi tient le père, c'est-à-dire en fait voilà, les papiers. Enfin, les papiers, presque le réduit, alors même qu'à l'inverse, et c'est un autre motif, l'accumulation. C'est-à-dire l'accumulation d'objets dans l'appartement familial. Et là, on a vraiment une sorte d'envers comme ça de l'appartement familial qui est extrêmement encombré d'objets, et à l'inverse, voilà, la sacoche du père qui est réduite, et qui vient peut-être le seul endroit où les choses sont réduites. Donc, voilà. Du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième question, c'est qu'il y a beaucoup de motifs, et vous parlez du coup de l'usine, et ça m'a fait penser, moi, en lisant le roman, que ça m'a rappelé, en fait, j'ai eu l'impression qu'on était quand même assez coupé de la nature, que ce soit justement dans les fast-foods ou dans les supermarchés, on s'en rend quand même assez compte du fait qu'on est coupé aussi de la nourriture et de notre rapport avec la nourriture.
Et je me suis demandé, est-ce que vous avez souhaité justement parler de ce rapport que la société entretient avec la nourriture? Pas vraiment, en fait, je crois que l'absence de nourriture, il vient avec le fait que ça ne me venait pas non plus naturellement de parler de nourriture, parce que j'étais plus du côté du travail, de service. Donc en fait, je sais pas, comme si en fait, le fait de servir un plateau, on sert, presque comme si je ne servais que des plateaux en fait. Les choses sont assez diffuses, on a même souvent l'impression de ne pas travailler, je trouve, dans un endroit de restauration. En fait, c'est presque, je crois même que c'est un des passages du roman, comme ça en fait, on comprend que le travail fast-food, ça revient à impacter et à pousser comme ça et à plonger des choses et en fait, les choses sont assez distantes. Et d'autant plus que la narrative est dans des métiers de service, et donc n'est pas du côté de la nourriture. Peut-être qu'il y aurait une autre perception du travail du côté des cuisines, mais je crois qu'il y a comme ça des passages dans le roman où le poste de cuisine ultime, ce serait les frites. Et en fait, ça devient des rectangles jaunes, puisqu'en fait, c'est des sachets comme ça à verser. En fait, tout ça est très loin, finalement, de la nourriture. Je ne sais pas si je pense pas que j'en ferai un portrait de société non plus, mais en tout cas, du côté du travail, c'était ça qui m'intéressait, c'était aussi un peu de décorer les quoi. On a les odeurs comme si on avait les odeurs voilà, sans les objets en fait, qui ont ces odeurs. Et je pense à la nature, moi ça me rappelle en fait que un des rares éléments de nature qu'il peut y avoir dans ce roman, c'est cette végétation un peu bizarre en fait, qui est forcée dans les grands centres commerciaux. On se retrouve avec des palmiers au milieu de pierres, avec des choses un peu bizarres. En fait, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Enfin, bon, mais je crois qu'il y a des palmiers dans ce roman à un endroit très précis, et qui d'ailleurs sont sous la pluie. Voilà. Moi, je vais me permettre de revenir un petit peu sur le style d'écriture qu'on a déjà un petit peu abordé précédemment. On rappelle, c'est un livre qui a été entre le passé et le présent, entre le présent et le passé, et quelle que soit la temporalité, le roman est écrit au présent, et pourtant, quand on le lit, on n'est pas du tout perdu, tout est limpide. Comment vous est venue à l'idée déjà de construire votre roman de cette manière et quelle stratégie vous avez adoptée pour ne pas nous perdre? Ça, si vous en êtes consciente. Ça a été un peu le gros du travail par rapport à l'organisation en fait, du récit, puisque en fait, donc, comme je le disais, il y avait l'usine au départ, en tout cas comme projet. Je parle vraiment du projet avant la confrontation un peu douloureuse à la pratique d'écriture, qui souvent contrecarre beaucoup en fait tous les projets, toutes les idées qu'on peut avoir. Mais c'est intéressant parce que justement, je trouve que cette pratique d'écriture, elle amène à des choses beaucoup plus intéressantes peut-être que ça se transforme véritablement au moment de la pratique. Et donc l'usine en idée, ensuite le fast-food, et le fast-food très vite dans la pratique d'écriture. Je me rappelle que j'ai écrit la scène justement des frites en premier comme une scène close en fait. Et ensuite c'est devenu, j'écrivais des scènes comme ça, des scènes de travail, des scènes de fast-food, et puis quelquefois des souvenirs, mais c'était vraiment que des scènes de 2-3 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à trouver la structure, en fait, la forme. C'est toujours, en fait, je crois que c'est toujours la question principale, c'est on peut avoir des idées, mais après, il y a ce moment où il faut trouver la forme adaptée. Et ça, c'est peut-être le plus gros, c'est déjà, est-ce qu'on choisit une forme longue, est-ce qu'on choisit une forme brève, qu'est-ce qu'on garde en fait de ces fragments, parce que souvent, il y a un moment où on accumule un peu de fragments, j'ai l'impression. Voilà, comment on les rassemble, comment on les ordonne, et tout ça, ça a été vraiment énormément traversé par les lectures. Comme je lisais beaucoup, j'avais cette bibliographie d'auteurs de littérature prolétarienne, et je me suis mise à découvrir en fait Georges Perec, ce qui a été assez important en fait. Bon, j'ai découvert un peu tard, mais c'était vraiment très très important. Je pense que j'ai découvert à peu près au même moment en plus les choses et toutes les choses dans l'enfance. Et je trouve que dans ce roman, on peut retrouver un peu des choses avec cette accumulation et ces objets qui débordent de l'appartement. En fait, c'est les sociétés de consommation que décrit Georges Perec dans son premier roman avec les choses. C'est un roman qui est formidable. Et W de son enfance, qui est vraiment, pour moi, W, le roman d'alternance par excellence, mais même qui pousse les choses à l'extrême et qui va jusqu'à en fait développer 2 récits qui semblent n'avoir absolument aucun lien et sans qu'il les explique, surtout, sans qu'il fasse le lien directement. De sorte qu'en fait le lecteur lit 2 histoires toujours un peu comme ça, l'une, l'autre, et c'est qu'à la fin qu'on fait véritablement le parallèle. Et je me souviens que j'ai eu ces lectures-là, et peut-être 2 semaines après, j'ai écrit la scène de début d'une traite en alternance,
Et je pense qu'en fait, d'une certaine façon, c'est les lectures qui ont travaillé. Je dirais même pas que c'est moi qui... Mais j'ai l'impression qu'il y a eu les lectures et je sais pas, j'ai dû y penser en fait, je sais pas, j'ai dû y réfléchir, ça a dû me travailler un peu en fait. Et je suis venue à cette première scène en alternance, et d'ailleurs, voilà, en alternance, le travail. Voilà, voilà. Et en fait, c'est arrivé comme ça dans cette première scène, et c'était la forme qu'il fallait pour ce roman, je pense. Je pense que c'était aussi une façon. J'ai réussi à écrire un peu d'usine, l'enfance et l'usine, quand j'ai trouvé cette forme-là. Avant, c'était vraiment un peu difficile de l'approcher, et avec l'alternance, il y avait ce moment où, en fait, à tout moment, je pouvais rebasculer du côté du fast-food. Et puis voilà, après, ça vous parler vraiment de composition. Il y a des endroits où je sais que ça a été écrit ça a été écrit comme ça, alternant. Et puis il y a des moments où en fait c'était des scènes séparées, longues, entières, que j'ai fait se croiser. Et ça pourrait peut-être donner ça donne certainement des tonalités différentes à plusieurs scènes en fait. C'est que parfois elles ont été rejointes, parfois non, et parfois il y a eu des hasards de composition. C'est-à-dire qu'avec l'échange que j'ai eu ensuite pendant le travail d'édition, ça a donné en fait aussi un travail sur la fluidité. Et donc forcément parfois il y a eu des essais comme ça qu'on a fait en disant bon, là les deux vont pas forcément se répondre, mais essayons. Et parfois ça fonctionnait. Donc c'était aussi intéressant de voir que ça pouvait marcher, et ça marchait même parfois plus quand je n'étais pas à vouloir contrôler absolument cette façon-là de passer d'un paragraphe à un autre. Voilà. Je pourrais dire de ça. Ok. Je vais envoyer sur quelque chose que je trouve un petit peu frappant en lisant le livre. C'est que le discours rapporté, en fait, il est intégré directement dans le récit. Il n'y a pas de guillemets, enfin il y en a des fois, mais des fois il n'y a pas de guillemets italiques pour citer les citations. Alors j'ai un exemple parmi d'autres, il y a un page 17, il dit donc lorsqu'on me rejoint, mon père a déjà fini toutes ses frites et maman le remarque, et là sans transition, t'es pas chier, attention tes manches dans la sauce Nico. C'est quelque chose qui est assez marquant. Personnellement, moi l'idée me plaît parce que ça donne vraiment un côté vivant et instantané au dialogue. Comme à titre d'exemple, dans la vraie vie, on ne se racle pas la gorge, on ne dit pas je vais prendre la parole à chaque fois qu'on parle. Qu'est-ce que vous en pensez dessus et pourquoi vous avez fait ce choix-là d'inclure des discours sans notation autour? Mais c'est quelque chose que je crois que qui s'est initié en fait dans la première scène que j'ai écrite des frites. Je me souviens que c'était, et d'ailleurs ça s'entendait dans la petite vidéo, mais c'était ça, c'est qu'en fait l'interruption permanente en fait de la pensée et même du récit par l'autour. J'avais pas envie d'isoler l'autour et voilà, le moment pour les autres, le moment pour... il y avait ce moment tous mélangés et en fait la narratrice au fast-food se fait un peu comme ça déborder aussi par les autres, comme ça arrive en fait, c'est-à-dire voilà, on entend les gens parler autour de soi, on entend les sonneries également, et c'est ça qui me faisait penser à la vidéo, c'est que voilà, les sonneries et leur présence sans cesse, qui d'ailleurs sont moins de l'ordre du sonore, mais presque plus en fait, comme si chaque son avait quelque chose à dire. En fait. Il y a un moment où il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux, et où d'ailleurs la narratrice se demande si c'est l'endroit où elle travaille qui sonne ou ailleurs, et elle pourrait presque se dire est-ce que c'est moi qui sonne en fait, puisque les choses sont tellement mises comme ça sur le même plan que ça pourrait donner comme ça des confusions où on perd d'ailleurs soi-même en fait un petit peu de son identité, puisqu'en fait tout est brouillé. Moi ça me fait penser à autre chose, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, moi j'avais fait une lecture qui m'avait un peu marqué d'un auteur américain qui s'appelle Brian Stanley Johnson. Donc c'est un roman qui s'appelle Les Malchanceux. J'en parlerai pas trop non plus parce que j'en parle déjà beaucoup. C'est un roman qui est assez curieux parce qu'en fait c'est un roman qui n'est pas relié, donc ce sont des feuillets qui sont liés par un bandeau comme ça, et en fait Brian Stanley Johnson a essayé par ces feuillets de restituer le mouvement de la mémoire qui est désordonnée, qui est manquante, qui a des blancs, qui a des oublis, qui n'est pas chronologique. C'est des choses évidentes, mais en récit, en tout cas, ça donne cet objet-là assez curieux où on a le premier chapitre, le dernier chapitre, et tout le reste peut être lu dans n'importe quel ordre. Parce que de toute façon, la mémoire, en fait, c'est des souvenirs, en fait, ce roman, et donc les souvenirs peuvent venir et être voilà, très désordonnés sans que ça ne pose de problème de lecture. Et plus précisément, son travail d'écriture, en fait, c'était de mettre tout sur le même plan, autant les souvenirs que le présent, où en fait il déambule dans une ville. Et ça, c'est la notion du trajet. Alors ça pourrait aussi être un autre motif, le trajet, d'ailleurs même la voiture,
qui est vraiment le lieu, presque voilà, un lieu à part entière du roman. Mais ça, c'était très important pour moi, justement, dans le fast-food, de mettre les choses dans cette mise à plat, enfin, en tout cas, de mettre les choses sur le même plan, de ce qu'on entend et de ce qu'on fait, et de ce qu'on pense, voilà. Et dans l'enfance, c'était, en fait, j'arrivais pas à écrire les souvenirs sans les dissocier, justement, des paroles entendues des centaines de milliers de fois. C'était presque le point de départ des souvenirs, justement. Donc les deux étaient vraiment totalement indissociables parce que j'écrivais un souvenir et puis en fait c'était tout de suite et la mère en fait qui dit ça et le père qui dit ça et cette phrase que tout le monde prononce et même son vocabulaire en fait, ce qui m'a d'ailleurs mené à laisser quelques mots de patois normand, mais très très bref, enfin très brièvement, mais en fait pendant le travail d'écriture il y avait ça, c'est que ça venait et j'ai choisi quand ça ne gênait pas la compréhension de les laisser. Comme aussi un sorte de langage de l'enfance en fait, ce qu'on entend. Et d'ailleurs, on va en parler, mais il y a aussi la berlingot, qui est la voiture familiale. Et moi, j'ai tenu, je me suis un peu battue. Bon, c'est des choses vraiment, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, la berlingot n'a pas de majuscule dans ce roman, alors que c'est un nom de marque. Et je l'ai voulu comme tel aussi pour restituer ce côté-là où en fait les enfants ne désignent pas une marque de voiture, ils désignent une sorte de voiture comme ça, on aurait pu dire la coccinelle, enfin la berlingot pour moi c'est vraiment cette chose-là, un peu, on imagine tous une voiture d'enfance en fait, où les portes elles coulissent sur le côté et puis on embarque, enfin voilà, c'est des choses comme ça, je trouve que voilà, ce mot-là, et le vocabulaire de l'enfance et les paroles rapportées, tout ça, je trouve se mêler, en tout cas, c'est des vestiges comme ça de travail d'écriture, en fait. Ça venait et donc c'est resté. Merci. Alors, moi, je vais juste me permettre d'intervenir, parce que Claire est très généreuse, merci beaucoup pour ses réponses, mais du coup, j'ai peur qu'on a prévu beaucoup aussi, donc du coup, c'est énorme, mais au contraire, on va continuer, c'est très bien comme ça, et peut-être que nous, on va s'adapter, et c'est peut-être le moment où, comme je disais avec Iris, on a parlé beaucoup des sons, de parler... Quand vous parlez de cette notion de sons qui sont plutôt aliénants, etc., on sent en fait dans le roman un lieu de recueil et de ressources qui est le local à Courbeil. Est-ce que vous pouvez nous développer ce sujet? Tout à fait, absolument. Oui, c'est vrai qu'en fait, donc, dans la deuxième partie du roman, donc, qui s'appelle également En salle, puisqu'en fait, il y a 4 parties dans ce roman, et c'est à chaque fois les postes de travail, enfin, quasiment tous, puisque le premier, c'est l'entretien, le deuxième, c'est En salle. Et dans cette partie-là, effectivement, il y a ce moment où la narratrice se retrouve dans un local et se rend compte du bruit en allant dans ce local. Enfin, de toute façon, c'est toujours ça, nous, on s'extrait d'un lieu qu'on peut le regarder, en fait, d'une certaine façon. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on pourrait appliquer à d'autres motifs du roman, ou à d'autres sujets du roman. Mais c'est toujours quand on commence à s'éloigner d'un objet qu'on le voit plutôt bien, en fait. Et je pense par ailleurs notamment à un autre passage du roman qui pourrait faire lien, c'est en fait la narratrice, donc, qui est enfant au début, devient adolescente vers la fin, à l'occasion de 2 scènes, et va chez son petit ami du lycée, et elle rentre dans une nouvelle famille, en fait, d'une certaine façon. Elle arrive chez cette famille, dans cette famille, et est frappée comme ça par l'environnement familial, donc on parlait tout à l'heure d'accumulation, et il y a vraiment encore une fois ce côté où en fait on prend conscience de l'accumulation des objets dans sa propre famille quand on arrive chez les autres et qu'il y a une place nette. C'était un peu ce revers-là que j'avais envie de mettre en lien comme ça. C'est vrai qu'il y a... Enfin, voilà, c'est cette idée-là, en tout cas, d'arriver dans un endroit silencieux et d'être surpris que, en fait, 5 heures ont pu se passer dans les sons, dans les bruits, et puis mêler à ça forcément les paroles des autres, les ordres donnés, mais aussi les choses qu'on se dit pour se prévenir. Enfin, tout ça, c'est vraiment un amas de choses qui pourraient presque être dans la tête de la narratrice. C'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que les paroles semblent presque venir du dos de la narratrice, enfin, être dites dans le dos, et d'une certaine façon, on pourrait presque penser que tout ça n'est que dans la tête de la narratrice qui entend des voix, en fait, puisqu'elle ne voit pas les personnes qui parlent. Donc, en fait, tout ça forme quelque chose où, en fait, ça pourrait tout à fait convenir de son esprit. Enfin, je sais pas, moi, ça m'intéressait ça, justement, de ne pas savoir qui parle. On pourrait peut-être passer justement au temps sur ce Oui, je suis juste un rebond sur ça, c'est que la narratrice est nommée une seule fois.
elle est nommée Claire. Et pourquoi avoir fait ce choix à cet endroit précis et pourquoi pour l'avoir nommée pour l'avoir laissé anonyme? Je l'avais laissée anonyme, effectivement. En fait, elle est nommée par ce prénom-là dans l'enfance, donc pas dans le fast-food. D'ailleurs, on pourrait même se dire, voilà, est-ce que c'est la même dans l'enfance que dans le fast-food? Je crois que le lien se fait à la lecture entre la narratrice enfant et la narratrice adulte, d'une certaine façon, enfin jeune adulte. Mais c'est vrai que je m'étais posé pas mal de questions sur ce choix-là. Il s'avère que j'avais envie que le prénom arrive du côté du petit ami d'enfance qui s'appelle Paul. C'était vraiment un choix de ma part, comme ça. J'avais envie que quand cette narratrice était nommée, ce soit par une personne précise qui incarne beaucoup. Enfin, peut-être que ça n'a pas l'air, mais c'est vrai que c'est deux scènes qui sont importantes, vraiment, je trouve, en tout cas pour le roman, pour la suite du roman, et pour ce que ça déploie comme ça aussi, de voir, à un moment, remettre en cause justement cet ordre familial, ou du moins l'accumulation d'objets, la réparation comme une valeur absolue d'ailleurs. Et à ce moment où en fait elle doit renoncer à la réparation absolue. C'est vraiment un truc un peu général et d'ailleurs ça pourrait même construire mon opinion personnelle sur le roman qui n'est pas plus qui ne vaut pas plus que l'opinion de chaque lecteur sur ce roman d'ailleurs. Mais par rapport à ce prénom, je sais pas, en fait j'ai voulu la nommer par ce prénom-là. C'est une grande question. Elle est très large. Je sais pas si, en fait, je sais pas. Je pourrais presque dire, c'est un prénom que j'ai choisi parce qu'il me convenait, sans que ça ait forcément de lien avec moi. En fait, je pense que je pourrais encore faire ce truc-là de me dire que ça reste extérieur à moi. Comme d'ailleurs ces souvenirs sont devenus extérieurs à moi après les avoir écrits. En fait, c'est presque, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un lien. Bon, désolée, mais c'est vrai que c'est aussi tout l'intérêt de la dénomination du roman. En fait, j'ai choisi que ce soit un roman, peut-être même d'ailleurs au début, et ça apparaît sur la couverture, c'est que c'est un roman. Par sa composition, et puis par son mensonge généralisé. Du coup, je me permets aussi de rebondir, parce que justement dans la partie le temps du roman, on parle un petit peu de cette scène justement chez un garçon d'une classe sociale plus aisée, et il y a plein d'autres scènes comme par exemple celle où ils vont faire du camping en Bretagne, qui me fait vachement penser à mes expériences en tant qu'enfant quand on allait faire du camping en Bretagne, et toutes ces scènes un petit peu aussi dans le roman qui parlent en fait je trouve du déterminisme social aussi, un petit peu, et je me demande quand est-ce que la narratrice elle réalise cette appartenance à une classe sociale complètement. Je ne sais pas trop si elle réalise une appartenance à une classe sociale dans le roman. J'ai l'impression qu'en fait, après on pourrait supposer que, mais en fait dans le roman, moi ce que j'avais plutôt envie de mettre en avant, c'était l'étrangeté déjà simplement quand on arrive dans une autre famille, qui me semble être en fait un peu générale en fait, d'aller chez les autres, de voir que les autres ne rangent pas comme chez nous, n'ont pas la même odeur de maison, n'ont pas les mêmes habitudes, n'ont pas les mêmes choses sur le frigo, enfin. C'est peut-être juste en fait, ce moment où on se rend compte qu'en fait, ce qu'on pensait être du monde, c'est-à-dire voilà, ce cercle familial, l'appartement, et ça est remis en cause. Ça m'intéressait beaucoup plus, je pense même que les notions de classe sociale et de déterminisme social. Je crois que quand le roman s'est constitué, moi j'avais beaucoup d'idées, j'ai plein d'idées sur le roman avant de l'écrire. J'avais des idées aussi, notamment effectivement autour de la sociologie. Et en fait, tout ça a été vraiment assez brouillé et assez rejeté, en fait, presque, plus tard, aussi par mes lectures quand j'ai commencé vraiment à m'attarder sur des textes de littérature. Je pense par exemple au travail du poète Thierry Mess, MPTZ, avec son journal d'un manœuvre, qui est un texte qui est sorti à peu près au même moment chez Folio, qui est revenu en poche comme ça, à peu près au même moment que ce texte qui s'appelle À la ligne de Joseph Pontus, qui est un récit comme ça d'usine. Et Thierry Mess, donc c'est un poète qui est maçon, et c'est un homme qui fait un travail vraiment absolument remarquable en fait d'écriture. Enfin, c'est magnifique, c'est un travail sur le peu en fait. On a très peu de choses. En même temps, c'est vraiment, c'est admirable en fait. Il travaille sur des chantiers et il y a vraiment ces termes comme ça où ça finit par on aura fini dans les temps. C'est tout ce qu'on peut dire ici. Il y a vraiment ce truc un peu implacable. Et je crois que ça constitue un tournant un peu dans cette perception-là au début. Moi, j'ai pas mal d'idées et en fait il y a un moment où je me suis dit
mon opinion politique ou même de la sociologie n'a pas sa place dans ce roman aussi, en fait. Après, chacun lit, comprend les choses comme il le souhaite d'ailleurs. En fait, c'est un objet qui est voilà, plus le mien. Enfin, voilà, c'est le mien, mais c'est pas le mien. Mais c'est vrai que moi, pendant l'écriture, il y a un moment où je me suis rendu compte en fait, que par exemple, je ne lirais pas de sociologie ou je ne lirais pas de texte sur le travail. Enfin, je mets là à part la philosophe Simone Veil, c'est encore autre chose. Mais par contre, c'était vraiment un choix pour moi de. J'avais pas envie d'accentuer sur cette chose-là. J'avais envie de réfléchir plutôt à l'étrangeté des enfants et à des sentiments d'enfants un peu, enfin, sentiments généraux presque en fait. Des choses comme l'ennui, justement, encore une fois, l'attente, puis je sais pas, même la honte, quand on a honte de ses parents, enfin, des choses qui peuvent être partagées par tellement, on peut tomber déçu aussi. J'ai envie de travailler sur la déception des enfants qui sont déçus. Enfin, ça m'intéressait. Ça encore, ça pourrait constituer des motifs, mais c'est ça qui me plaisait en tout cas. C'est de faire des scènes d'émotions comme ça. D'émotions d'enfants, des partageables. Je pense que si on, je sais pas, peut-être que si on plaquait sur ces enfants le fait qu'en fait tout ça n'est que de la... Peut-être qu'on perdrait une part, j'ai l'impression. Peut-être qu'on perdrait en fait l'autre partie qui serait les émotions d'enfants et la complexité de ces émotions d'enfants. Et je crois que j'ai envie de garder j'ai envie de garder peut-être cette ambiguïté, cette pluralité comme ça des pensées de ces enfants. Merci beaucoup. Alors, c'est passionnant et dense comme échange. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plus pour les jurés, hein, je dis ça. On voudrait aussi quand même laisser la parole au public. Et puis, je vous rappelle que grâce à. Merci à la Faculté des Sciences, on aura aussi un buffet qui nous attend par la suite. Donc, vous pourrez peut-être échanger de manière informelle aussi. Et je pense que ça me semble assez évident. On n'aura pas besoin de poser toutes les questions, ce qui n'est pas nécessairement un problème. Par contre, ce serait. Non, mais c'est très bien. C'est très très bien. On avait peur du contraire, donc on a marché. On avait peur d'avoir plein de questions. Aussi sortir les réponses. Et là, on est vraiment sidérés. C'est super. Hein. Merci beaucoup. Pour votre générosité. Donc, moi, ce que je pense quand même, je pense aussi au public, peut-être, ce serait intéressant que vous entendiez un nouvel extrait de Claire Baglin et qu'on parle aussi du travail. Donc là, du coup, je pense qu'on pourrait peut-être enchaîner sur vos questions, puis celle de Nafi et Martin, et puis on s'arrêtera là et on laissera la parole au public, si vous souhaitez. Voilà. Donc, on va entendre donc un extrait, un deuxième extrait. Et là, cette fois-ci, Hugo, ta question concernait les rapports hiérarchiques. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va parler de la terrible équipière Chouchou. Après 3 semaines au drive, je suis désormais en salle, le royaume dont personne ne veut, constitué du lobby intérieur où mangent les clients, de la terrasse, des toilettes et du local poubelle. Je suis en salle parce que je viens d'arriver et que les nouveaux servent à être là où personne ne veut travailler. Je comprends que je vais rester à ce poste. Lorsque je sers un des plateaux posés sur le comptoir, je sais que les équipières de l'autre côté se sont battues pour être derrière le rectangle en béton du comptoir, planqué. J'apprends que la formatrice s'appelle Chouchou et qu'elle est manageuse en salle. Chouchou précise qu'ici, tout le monde l'adore. Et quand elle nous laisse à midi et passe la porte automatique, elle se retourne et s'écrie « Salut les filles !» trop heureuse de partir en pause. Alors, oui, dans cet extrait-là, on a toute une description des interactions de tous les personnages en salle, donc les équipières qui, elles, se battent pour avoir les meilleurs postes, ils doivent se planquer finalement. Et il y a la manageuse Chouchou qui avait plein de pouvoirs, qui peut aller distribuer les postes comme il me semble. Et donc, ça donne une impression de sorte de précarité, d'instabilité au sein même du lieu de travail. On ne sait jamais sur quoi on va tomber le lendemain, on ne sait jamais comment on va arriver. Et peut-être même la question, elle vient un peu aussi sur comment est-ce que vous avez documenté ce type d'interaction. Parce que vous avez parlé beaucoup de littérature prolétarienne pour la partie politique, donc ce type d'interaction souvent dans le fast-food. Il y a plusieurs choses en fait, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai fait la collecte de matériaux autour du fast-food, donc c'était du souvenir, vraiment la fois où machin, enfin c'était vraiment une liste de tirés en fait presque. Il y a un moment où j'ai recensé.
Et ensuite, je me suis rendu compte que tout ça, je le regroupais beaucoup en chapitres, donc, comme je vous disais, par poste. Il y avait beaucoup plus de postes avant, donc ça a été vraiment réduit, mais au début, il y avait plusieurs postes, et il y avait pas un poste, mais effectivement, c'était une manageuse en salle qui s'appelle Chouchou, et c'était vraiment Chouchou 1, Chouchou 2, enfin, j'arrivais pas à seulement la cantonner à la salle comme poste de travail. Il y avait quelque chose où en fait elle représentait beaucoup de choses en fait aussi dans sa façon d'interagir avec les autres, puisque c'est une manageuse et en même temps elle a ce côté où elle aimerait bien être copine. Enfin, il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Mais par rapport aux interactions et au changement de poste, justement, je me suis rendu compte que dans cette collecte de matériaux, quand j'ai commencé à faire ces lignes de poste, et qu'il a fallu créer un arc narratif au fast-food, parce que sinon c'est uniquement ma journée au travail, le lendemain au travail, le soir au travail. Je me suis dit, bon, il faut que quelque chose se passe dans ce fast-food. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans ce fast-food, c'était juste que tous les jours, on mettait un nouveau poste. Et tous les jours, on avait envie d'être à un poste meilleur, ou d'espérer d'être à un poste au moins qui ne soit pas à la salle. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le roman, encore une fois, s'appelle En salle, c'est que c'est l'endroit où on n'a pas envie d'aller, qui pourrait d'ailleurs se retrouver dans tous les emplois en fait. Il y a toujours peut-être une tâche qu'on a moins envie de faire, un endroit où on a moins envie d'être, et puis un endroit où on est bien, où je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça où l'arc narratif du fast-food, c'est ça, c'est les postes redoutés et les postes enviés en tout cas. Et puis la façon dont ça a aussi un fort impact sur les liens entre les autres, enfin les liens les uns avec les autres, puisque c'est Chouchou, elle a cette chose complexe peut-être, qui est qu'en fait elle est manageuse, donc elle a une sorte de poste de responsabilité, en même temps elle est manageuse en salle. Et en fait c'est comme si elle était manageuse donc, de ce royaume où personne ne veut, donc c'est un peu une sorte de posture intermédiaire comme ça. Enfin, moi ça m'intéressait justement de faire ce personnage-là, puisque elle souffre aussi en fait. Dans cette position-là, puisqu'elle est un endroit où tout le monde veut partir et personne ne veut y rester. Donc il y a ce côté vraiment un peu compliqué qui mène à des rapports, voilà. Mais c'est vraiment le changement de place qui m'intéressait. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne sa trajectoire, c'est que donc, la narratrice est formée au casque d'abord, ensuite elle arrive en salle, et elle se rend compte que donc, les choses ne se passeront pas bien en salle, mais qu'elle y restera, longtemps. Et puis elle arrive aux frites, avec ces moments d'exaltation d'ailleurs, puisque peut-être que le poste des frites, on pourrait l'analyser comme ça, c'est que c'est le poste en fait où la vitesse n'est pas le chaos des autres postes, mais devient quelque chose de régulier et de maîtrisable. Donc voilà, on peut avoir une vision d'ensemble, on peut faire tac, tac, et peut-être même sauver 5 minutes de pensée en fait, dans ce poste-là, précisément. C'est le seul poste où justement elle peut réfléchir. Contrairement aux autres postes où on est toujours dans une confrontation à l'imprévu, puisque le client est un imprévu, donc on ne sait pas, les choses peuvent être compliquées très vite, ça peut... et puis en fait c'est presque voilà, tout dans tous les sens, enfin c'est désordonné. Alors même que les frites, ça peut se rapprocher de la cadence de l'usine en fait, de cette façon. Ce côté-là où voilà, on fait les choses, et les 5 minutes de pensée en tout cas peuvent comme ça se sauver, en tout cas pour la narratrice du roman. Et donc elle se blesse, si on peut faire l'arc comme ça, elle en vient à se blesser, donc et elle récupère comme compensation le poste du drive, donc la préparation des commandes pour les voitures, qui est celui qui est le plus prisé, puisque c'est un endroit où on a peu de contact, où on fait un peu de tout. Donc c'est presque en fait la vue d'ensemble sur toutes les tâches de préparation de commandes. C'est le seul endroit où c'est possible, puisque partout ailleurs c'est comme si on était une partie de quelque chose, et en fait on ne voit pas trop ce qui se passe avant et pas trop ce qui se passe après, de cette façon. On prépare des boissons en boucle, et en fait on ne les voit pas servir, on ne les sert pas soi-même, on ne sait pas exactement en fait, et précisément au pass drive justement, c'est là où on comprend comment les choses fonctionnent. On organise un sac de commandes. Enfin, ça paraît absurde comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui est le moins compliqué, c'est de savoir où on en est, ou du moins d'avoir vu total encore une fois. Et donc elle arrive là parce qu'elle est blessée, jusqu'au moment où en fait, elle rate une commande, où elle retourne en salle. Enfin, et puis je pourrais d'ailleurs, j'ai oublié de parler du café d'ailleurs, mais encore une fois, peut-être le café, c'est aussi le lieu de la manageuse Chouchou, parce que donc entre la salle et les frites, il se passe que la narratrice arrive aux frites, au café, et c'est une sorte de poste annexe de la salle. Et encore une fois, c'est presque autant aussi ambigu que le poste de la manageuse Chouchou, c'est qui est manageuse dans un endroit où personne ne peut aller. Le café, c'est la maigre consolation, encore une fois, puisqu'en fait, on est toujours
en salle et pas derrière le comptoir. Enfin, voilà, et encore une fois, on peut parler de la géographie du lieu avec des comptoirs comme rectangle de but, enfin, voilà. Mais voilà, en tout cas, par rapport à cette géographie-là, et cet ordre narratif, c'était ça qui m'intéressait, de faire ce parcours-là, justement, d'analyser ce qui s'y passe dans ce parcours, et ce parcours est traversé. J'ai une question un petit peu sous-jacente qu'on a éclairée depuis tout à l'heure sans vraiment y répondre. Aujourd'hui, en fait, l'autofiction, c'est un genre qui est assez en vogue. Est-ce que vous pensez que votre roman il s'inscrit dans ce genre-là? Je sais pas trop, j'avoue que c'est un genre qui ne me parle pas énormément, parce que ça me semble pas être une biographie, justement, d'ailleurs, ça me semble pas être une biographie, ce roman. Non, enfin, je sais pas trop comment développer ça davantage, mais je sais pas trop. Enfin, ça reste un roman, c'est très loin d'une biographie. D'ailleurs, oui, à part le prénom, en fait, d'ailleurs, si ça avait été un autre prénom, peut-être que tout de suite, il n'y aurait eu plus aucun doute, puisque le prénom est différent de la personne qui l'a écrit, donc le doute est enterré. Enfin, je sais pas, je sais d'ailleurs même pas trop si on peut écrire quelque chose sans y mettre de soi, du moins de sa vie. Mais en fait, ce qui est peut-être le plus important, c'est que savoir que tout ça est vrai, que tout ça a un pied dans la réalité, n'a aucun intérêt pour la compréhension du roman, ou même du moins peut-être pour son intérêt, enfin je sais pas. J'ai l'impression que la mention de ce roman est basé sur des faits réels n'apporterait vraiment pas grand chose. Enfin je sais pas, c'est mon avis, hein, mais sur l'autre, moi je suis pas particulièrement du côté de. Enfin ouais, non, encore une fois, l'autofiction avec cette étymologie-là d'autobiographie et fiction. Je sais pas trop à quoi ça renvoie en fait exactement. Je vais me permettre de revenir sur une scène qui se passe vraiment précisément dans le livre. C'est qu'il y a toute la famille qui rentre d'un week-end et la narratrice, elle se découvre une passion pour l'écriture. Ça avait un besoin un petit peu irrépressible. Et elle rencontre des écrivains dans une médiathèque. Et là, elle est déçue, voire même humiliée par l'un d'entre eux, puisqu'il refuse de signer sans raison apparente son carnet d'autographe. Et elle est blessée. Est-ce que, à travers cette désillusion, parce que c'est un petit clin d'œil, est-ce que vous avez souhaité ramener les écrivains, qui peuvent être considérés comme des super-héros pour certains, en tout cas c'est le cas pour la narratrice, est-ce que vous avez souhaité les ramener à leurs conditions de simples travailleurs, parce que leur métier c'est d'écrire, c'est tout. Mais je sais pas, en fait je crois que j'avais quand même envie de donner, en tout cas de conserver aussi la place de la lecture d'ailleurs, et de l'écriture dans l'enfance de cette narratrice. Je crois que j'avais envie aussi de. Voilà, parce que. En fait, je sais pas, j'aimais bien en fait déjà la perception des parents sur ce milieu-là littéraire qui est assez particulière, parce que donc, effectivement, il y a une scène où elle va à un salon du livre, elle a son carnet, enfin, il y a quelque chose qui est très policé là-dedans, on va faire signer son carnet à chacun, mais quand même en faisant attention, parce qu'il y a le revers, c'est qu'ils vont peut-être essayer de nous vendre quelque chose, donc il y a ce côté où on fait signer, on essaie de faire attention parce que voilà, plane en fait la crainte de l'arnaque, qui est très importante. Voilà. Et ça, c'est des scènes qui me tiennent à cœur parce que vraiment j'ai l'impression que c'est peut-être là où la narratrice enfant est le plus elle-même. Du moins, on comprend peut-être un peu plus de ses ressorts, de sa façon de percevoir les choses. Parce qu'il y a assez, en fait, je crois qu'il y a assez peu de psychologie dans le roman, du côté de l'enfant et même du côté de la narratrice au fast-food. Et peut-être que dans l'écriture et dans la lecture, il y a une clé possible, en tout cas pour l'enfant. Et alors, par rapport à l'humiliation de l'écrivain, j'ai l'impression qu'elle est très en colère, du moins est presque contrariée parce que l'écrivain, justement, signe sur la même table qu'elle a vu, en fait, 2 jours avant dans la salle des fêtes du village. Enfin, elle sait sur quoi il pose ses mains, donc les choses voilà, se passent comme ça, d'une certaine façon. Et je ne sais pas si j'ai voulu ramener les écrivains à quelque chose de... Je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là, mais non, je ne sais pas, peut-être juste la confrontation en fait, d'une enfant face à l'imaginaire en fait, autour de l'écrivain et autour des événements littéraires en général, puisque c'est des choses qui sont assez rares en fait, dans l'enfance de la narratrice. Donc peut-être que ce serait ça, c'est qu'en fait, c'est juste les gens, être confrontés à des gens comme ils sont. Et d'ailleurs, il y a ce moment, juste après cette scène-là, justement,
où le père décide d'aider pour ranger les chaises d'une certaine façon, et se rend compte qu'en fait les écrivains aident aussi, et donc s'arrêtent net parce que il y a quand même quelque chose de bizarre de ranger des chaises avec des écrivains. Enfin, et c'est peut-être ça en fait, c'est que c'est cette perception-là des parents qui infuse aussi celle des enfants. Mais, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, non, mais c'est très intéressant parce que ça nous donne un éclairage peut-être un peu différent, on en parlera par la suite sur ce qu'on avait vécu, celui qu'on avait pu avoir. Alors je pense que le moment est venu, on avait d'autres questions, mais je pense que le moment est venu sûrement de donner la parole au public. Moi je vais juste conclure pour moi, je voulais poser une question mais qui n'a pas véritablement lieu d'être, mais je voudrais simplement dire, c'est partagé d'ailleurs par les gens qui sont ici, hein, que moi je suis mais totalement admirative que vous ayez été publié pour un premier roman aux éditions Minuit qui fait partie de panthéon personnel absolu. Je veux dire, tous les auteurs que j'admire font partie de l'édition Minuit. Une confidence avec plein de gens autour, mais c'est pour ça que je voulais que vous veniez vous, d'ailleurs, parce que c'était les éditions Minuit et je ne suis pas déçue. Vraiment merci. Bravo. Donc, j'imagine pour vous avoir été contacté par les éditions Minuit, mais quel choc, quoi. Oui. Bah oui, j'imagine. Hein, c'est vrai. Vous n'êtes pas cardiaque. Moi, je Moi, en fait, c'était vraiment. J'ai l'impression que. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé mon texte uniquement à eux. Ah, en plus, je ne l'ai pas envoyé à d'autres personnes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est parce que. En fait, je l'explique comme ça maintenant, mais j'ai travaillé au fast-food et après, je suis devenue libraire. Et ensuite, bon, je retourne au fast-food et ensuite, je suis devenue libraire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant libraire, moi, j'avais pas une énorme pratique de lectrice. En fait. J'étais pas extrêmement. Enfin, j'étais lectrice, mais je n'avais pas encore découvert la littérature, j'ai l'impression. Je suis devenue libraire. Et j'ai fait énormément de découvertes en l'étant. C'était une pratique de travail qui était absolument assez incroyable. Et puis, en fait, manier comme ça les textes, même d'ailleurs, c'est le simple fait de les ranger. J'avais écrit un texte comme ça, de dépoussiérer les étagères, donc d'enlever les livres pour dépoussiérer l'étagère et de remettre les livres. On commence à avoir une vision en fait déjà des maisons d'édition, de la façon dont ça s'organise, des catalogues des éditeurs, d'ailleurs des lignes éditoriales. Et en fait, à force en fait justement d'avoir cette pratique, j'ai l'impression que ça m'a juste permis de m'y retrouver un peu et de savoir aussi peut-être vers qui me tourner par rapport aux travaux déjà publiés en fait. Je sais pas, moi je l'ai envoyé à mon éditeur qui est Thomas Simonet parce que je connaissais son travail sur les textes autour du lieu. En fait. Je savais qu'il avait publié cet auteur qui s'appelle Thomas Clair, qui a sorti un livre qui s'appelle Intérieur, où il est dans son appartement. En fait, c'est un roman d'appartement, c'est un roman assez curieux, assez ambitieux, assez gros en fait. Et pourtant, il arrive dans l'entrée, en fait, à mesure, on a le dessin de l'appartement qui se constitue. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, justement. Dans cet intérêt pour le lieu, pour la géographie du lieu, et puis pour des textes un peu curieux comme ça, de fragments en fait. Enfin, c'est une forme presque courte en fait, Intérieur de Thomas Clair. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé là-bas, c'est que je me suis dit, ça entre en résonance, peut-être que ça pourra entrer en résonance avec les travaux qu'il avait menés. Et je suis contente parce que je ne me suis pas trompée. Bravo. Bravo. Est-ce que, donc on va vous donner la parole, je ne sais pas si voilà, on peut essayer avec le micro ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions? La parole est à vous. Je parle fort après, je ne sais pas si on verra. Merci. Et merci encore pour votre présentation et pour votre roman, parce que bon, moi je l'ai lu, je suis à la bibliothèque, donc en fait dans toutes les bibliothèques on propose votre roman avec toute la sélection du prix Transculture. Et donc j'en ai profité pour le lire et j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu votre roman, moi je l'ai rattaché plutôt à des romans, ou pas des romans d'ailleurs, à des autofictions, des autobiographies de transfuges de classe en fait, de Didier Ripon, de Édouard Louis, en fait des jeunes auteurs en fait qui racontent le fait que ils viennent de familles ouvrières, qu'ils viennent de familles de la classe populaire et qu'ils accèdent en fait à la littérature ou à aux études supérieures. Et que ça les fait quitter leur milieu familial en fait. Moi c'est ça qui a résonné, je pense aussi à Annie Ernaux, hein, le prix Nobel, donc voilà, pareil, Annie Ernaux, transfuge de classe, venant d'une famille de commerçants, etc. Et donc moi en vous lisant, j'ai pensé à ça. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'autobiographie ou à l'autofiction, parce qu'en effet, voilà, Claire, il y a le prénom qui apparaît,
on peut pas s'empêcher de penser peut-être à l'autrice qui est derrière en fait le roman et à y voir quelque chose. Enfin, bref. Tout ça pour dire, je ne vais pas tenir la jambe, mais c'est juste que je suis étonné qu'au final, dans la filiation que vous faites, dans la façon dont vous décrivez votre roman, justement, il n'y ait pas du tout cet aspect déjà, de transfuge de classe, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient d'une famille ouvrière, et vous venez de le dire, votre père voilà, est ouvrier, vous avez parlé de vos souvenirs au final, à un moment dans votre présentation tout à l'heure, mes souvenirs, donc vos souvenirs aussi peut-être de cette famille de la classe populaire, etc. Et au final, j'ai l'impression que c'est, comment dire, oui, un peu occulté au final. Donc comment vous vous situez par rapport à cette notion de transfuge de classe? Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous en avez marre? Peut-être qu'on vous renvoie tout le temps à Didier Ribon, à Édouard Louis, à Annie Ernaux, si les gens le font. Et voilà, enfin, voilà, vous comprenez un peu où vous pouvez en venir. Mais encore une fois, merci parce que j'ai adoré ce... Merci beaucoup. Non, c'est drôle parce que en fait, on n'avait encore jamais parlé. Les amis de Didier Ribon, d'Annie Ernaux brièvement, effectivement, mais pas encore de ces auteurs-là. En fait, je crois que dans le roman, en tout cas, ce que justement je n'ai pas écrit, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'enfance, de l'autre côté le fast-food, mais en fait, ce que je n'ai pas voulu écrire, et d'ailleurs, c'est vraiment où je me suis dit, ça, je ne l'écrirai pas, et le roman se termine comme ça, c'est ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce qu'elle a fait entre l'enfance et le fast-food? On ne sait pas. Et d'ailleurs, moi, la trajectoire, en tout cas, m'intéressait plus comme une trajectoire encore une fois, pour faire sur le trajet avec la voiture, etc. Là, cette trajectoire-là me plaisait. Mais la trajectoire sociale, en fait, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. En fait, je n'avais pas envie de faire ça. Et par exemple, je ne sais pas, oui, effectivement, oui, mes parents, tout ça, qui est finalement, en fait, même assez à côté en fait, de mon roman. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un parcours et d'avoir enfoncé les portes. Enfin, j'ai eu l'impression de faire mon chemin de personne, en fait, une trajectoire individuelle, en fait, voilà. Et effectivement, voilà, il y a ce livre maintenant, mais en tout cas, dans le roman, moi, j'avais vraiment pas envie d'écrire justement cet entre-deux. Il me mettait mal à l'aise, en fait, cet entre-deux-là. Je voyais pas exactement ce que j'aurais pu en faire, et ça m'intéressait pas. Après, effectivement, moi, j'ai lu tous les textes d'Édouard Louis, de Didier Ribon. Je m'en suis ensuite un petit peu éloignée. En fait, aussi, quand j'ai découvert justement, je parlais tout à l'heure de Thierry Mess, en fait, je pense aussi à Joseph Pontus, à Leslie Kaplan, mais aussi à Robert Linhart. En fait, c'est des textes comme ça aussi qui m'ont peut-être fait plus pencher, encore une fois, du côté de la littérature. En tout cas, mon intérêt à aller du côté de la littérature, plus que celle peut-être de la sociologie. Et des sciences humaines, en fait, voilà. C'était vraiment plus du côté du travail littéraire sur peut-être, voilà, et encore une fois, quand on parlait de motifs tout à l'heure, c'est peut-être ça, c'est que m'intéressait plus, en tout cas, le geste, le travail, la sonorité, etc., plus que, par exemple, une trajectoire au long terme avec un aspect sociologique à l'arrière. Je sais pas, j'avoue que c'était pas quelque chose que j'avais envie d'écrire, mais ça peut d'ailleurs constituer une lecture, c'est qu'il y a un moment où on s'arrête dans le roman, et peut-être qu'on pourrait même envisager les romans comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas été écrit et pourquoi l'auteur n'a pas écrit ça. Ça peut être une façon aussi, je pense, de lire les œuvres, c'est-à-dire de comprendre pourquoi les auteurs n'ont pas écrit telle et telle chose et pourquoi ils ont écrit plutôt une chose qu'une autre. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je réponds d'ailleurs à la question. Si. Mais je trouve que ce qui est beau dans votre livre, c'est la subtilité, parce que vous évoquez quand même certaines choses. Le fait qu'en tant qu'enfant, voilà, c'est le bordel en gros dans la maison de la narratrice, et vous faites vos contrôles, vous faites vos devoirs en fait dans un coin. Enfin, vous essayez un peu, la narratrice, c'est de sauvegarder en fait ses devoirs. Après, vous avez le salon du livre dont on a parlé, c'est un moment très émouvant quand même. Hein, c'est un peu, la narratrice idéalise les auteurs. Enfin, je trouve qu'on voit un peu le parcours en fait, cet attrait vers la littérature, ce sérieux scolaire, etc., qui m'a fait penser, sans côté vindicatif, à Édouard Louis et tout ça. Mais enfin, vous répondez parfaitement à la question, mais je trouve qu'il y avait une grande subtilité justement dans cette description du parcours et ce côté transfuge de classe, sans l'aspect vindicatif et très dur, en fait, y compris vis-à-vis de ses parents, hein, que peuvent avoir les deux auteurs, Édouard Louis et Éric. Effectivement, il y avait un truc que j'avais pas envie de faire, c'était effectivement ce truc-là de retour, en fait, de retour et de confrontation. Je crois que ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était le côté commun en fait, des enfants, par rapport à la honte, par rapport à tout ça, puisqu'en fait, les enfants n'ont pas forcément conscience d'environnements sociaux, de classe. Enfin, ils peuvent se dire, bon, voilà, on va pas acheter cette paire-là de chaussures, mais on va acheter celle-ci. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas une enfance de douleur, par exemple, dans le roman,
et c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire parce que les choses, enfin, en tout cas, me semblent se dérouler de cette façon-là, c'est que c'est juste les enfants et la façon, et les endroits où ils grandissent. Peut-être que c'est ça en fait, c'est que du côté de, on a les endroits où la narratrice au fast-food travaille et ceux où elle espère aller, et puis il y a les enfants et les endroits où ils grandissent. Et je crois que ça m'intéressait plus de cette façon. Après, effectivement, chaque parcours de lecteur est différent et on peut toujours y voir, voilà, là c'est une trajectoire de sociologie, etc. Mais je crois que l'aspect individuel, et tout à l'heure d'ailleurs on en a brièvement parlé, c'est qu'en fait j'ai l'impression que ça enferme peut-être un peu trop comme lecture l'ensemble du texte, alors qu'on pourrait penser justement encore une fois par motif et par touche, et peut-être que ça garderait justement les choses un peu diverses. J'ai l'impression que si on parle comme ça de trajectoire, ça enferme aussi un petit peu en fait les trajectoires individuelles et les parcours qui peuvent être très différents et propres à chacun. Donc voilà, bon, c'est ça que je voudrais ajouter. Merci. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions et puis après on va clore le débat et on va essayer de Oui, on en a plein encore. Ça fait du plaisir, monsieur. Non, mais peut-être que parce qu'on l'a lu. Non, t'as pas de question? Parce qu'on l'a lu, enfin on l'a lu un peu en Ah non, vous parallèle. aviez l'air d'avoir des questions, donc Enfin, je ne sais pas si j'ai une question. Moi, j'ai, comme Antoine, beaucoup apprécié le roman. On en a beaucoup discuté. On est tombé d'accord sur cette lecture sociologique, d'autant plus qu'au même moment, on apprenait qu'Annie Ernaux était prix Nobel et on était fort heureux. Moi, ce que je retiens, parce que je vais revenir sur tout ce qui a été dit, c'est cette espèce de dichotomie entre une enfance de sensations et de sentiments et de mouvements et de vie, et puis une jeunesse passée en grande partie dans les fast-foods, où là on a l'impression qu'on n'est plus que sur du factuel, sur du geste, sur de la répétition, sur de l'obéissance à des ordres, sur ce qui doit être donc, fait. Et à ce moment-là, on a perdu en fait le personnage, la petite fille qu'on nous raconte comme étant très dans l'attente, effectivement. Alors l'ennui, je ne l'ai pas tellement senti, en définitive, j'ai effectivement été sensible à cette attente et puis à cette grande joie des enfants qui vont au McDo avec, qui vont chercher la dernière frite, l'excitation avant. On ne retrouve pas du tout, et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est dans le travail qui est fait au fast-food. Et la salle, alors moi je l'ai analysé autrement, hein, le titre en salle, c'est qu'en salle, on y trouve des enfants, des familles qui sont heureux d'être là, qui se régalent, parce que c'est ce qui se passe pour eux et pour sa sœur, ils se régalent, ils sont très, très heureux d'être là. Et en salle, c'est aussi un espace de travail où souffrent en silence ou subissent, s'il n'y a pas de souffrance, parce qu'il n'y a pas non plus de vocabulaire de souffrance hein, dans la description, dans la narration du travail dans le fast-food. Il y a cette opposition systématique qui est bien dite aussi par la forme même que vous avez choisie. On sent quand même que c'est très très pensé, très structuré, très travaillé, et j'imagine bien les heures passées sur le plan. Qu'est-ce que je vais dire d'abord, ensuite, et le travail avec l'éditeur dont vous avez parlé, qui a été extrêmement important pour fluidifier ce qui pouvait être un peu trop visible en définitive, et que pour que ça devienne invisible, avec une espèce de fil rouge d'ailleurs, et je me suis interrogée là-dessus. Il y a des motifs, vous avez pris ça aussi, enfin des motifs effectivement, et puis ce qui apparaît, un des motifs, c'est l'eau qui suinte. Et on ne saura pas pourquoi. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas d'explication sur l'origine de cette fuite. Et donc, moi, j'ai terminé ce roman en me disant, mais pourquoi cette eau? Est-ce qu'au fond, dans cet univers aseptisé, tout est bien ordonné, tout est bien pensé? En définitive, qu'est-ce que ça veut dire que cette eau qui est là, dont personne ne parle, que personne ne semble reconnaître, enfin, voir, et dans laquelle la narratrice patauge? Elle s'en va à temps, elle ne se noie pas, là qui pourrait monter, enfin on imagine après que ça pourrait devenir un petit fantastique. Ça c'est vraiment un vestige de travail d'écriture parce qu'en fait, quand il a fallu décider d'un arc narratif pour le fast-food, avant que ça devienne justement ces changements de poste, au début ça me semblait, c'était juste les postes séparés les uns des autres, sans lien entre eux. En fait, voilà. Et l'arc narratif, c'était la fuite.
c'était la fuite d'eau, en fait, l'arc narratif. C'est-à-dire que, en fait, tout ça était finalement une enquête où la narratrice avait les pieds dans l'eau dans ce fast-food et se demandait d'où venait la source, la suivait d'un chapitre à un autre et finissait par se rendre compte qu'en fait, elle se rejoignait sans qu'il n'y ait d'origine. Donc ça, c'est un truc un peu, voilà, de travail d'écriture. Et puis moi, j'avoue qu'en fait, j'avais un intérêt comme ça pour quelque chose qui serait un peu du fantastique, mais du fantastique de Cortázar. Ce côté où en fait on est dans le réel et tout d'un coup en fait les choses n'ont plus aucun lien logique, en fait on sort d'une logique tout d'un coup. Et ça m'intéressait beaucoup en fait, j'avais fait tout un truc. D'ailleurs même la narratrice en fait avec cette fuite d'eau qu'elle suivait, elle essayait de comprendre d'où elle venait. C'était l'enquête et en plus de ça elle n'arrivait pas à sortir, littéralement, du fast-food. Bon, au final dans ce roman elle n'en sort pas non plus. Mais dans les premiers textes écrits, en fait, elle n'en sortait pas et elle n'arrivait pas à sortir. Elle essayait de suivre les autres, quand ils partaient, mais elle se retrouvait toujours avec la porte qui reclaquait. Enfin, c'était très compliqué, elle ne sortait pas du tout, en fait. Et bon, c'était un peu compliqué à mettre en place. Et puis, je pense que c'était un peu comme ça des pistes, en fait, de travail qui ont mué, qui ont changé. Mais en tout cas, ouais, la fuite d'eau avait une énorme importance. Et au final, ce qu'elle continue à être, finalement, c'est juste l'inexplicable. Quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait. Effectivement, elle pourrait monter, ça se trouve, voilà, elle a 5 cm, et puis le lendemain, elle aura 10, et puis le lendemain, elle aura 15. Et de toute façon, il faudra continuer à prendre les commandes. Donc, c'est comme si, voilà, c'est presque voilà, le désordonné qui survenait, et en même temps, on n'a pas le temps d'y penser, puisqu'en fait, ça sonne. Donc, on va devoir appuyer sur le bouton pour remonter la bannière. Il n'y a pas le temps de ça en fait, enfin je sais pas. On pourrait, je pense, en parler longuement, mais c'est vrai que c'est un élément que j'aime bien. J'aime bien qu'il soit encore présent parce que c'est aussi voilà, encore une fois, un vestige de travail. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal en fait dans le roman, des choses où je me dis tiens, ça c'est drôle, c'est quelque chose que j'avais commencé et qui finalement n'a pas été poursuivi, mais est resté quand même une touche en fait, une empreinte. Il y a des passages aussi, par exemple le passage des frites, quasiment exact avec celui que j'avais écrit au début, donc c'est très amusant de voir aussi. Qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a modifié avec l'écriture? Et qu'est-ce qui n'a quasiment pas bougé? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre passion. Je pense que on va vous remercier et peut-être vous applaudir. Je retiens que le prochain roman sera peut-être fantastique. Ça portera peut-être fantastique. Et en tout cas, effectivement, on peut peut-être. Monsieur le directeur, vous avez bien déclaré le buffet ouvert. Oui, absolument. Voilà. Je suis très impressionné par la profondeur de votre réflexion et la manière dont vous avez mené le travail d'écriture. Et on comprend évidemment qu'il y a plusieurs auteurs. On a l'impression que vous avez écrit plusieurs auteurs. Et moi, ça m'impressionne beaucoup. Et en fait, quand on lit ce roman, on ne se rend pas forcément compte, je ne suis pas du tout auteur, je lis comme un amateur de lecture, on ne se rend pas compte du nombre de points d'entrée qu'il peut y avoir. Et vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Et j'ai juste peut-être une toute petite question. C'est des fois quand on entend des écrivains parler, ils ont souvent une raison pour écrire un roman. C'est des choses qui leur viennent un peu de manière spontanée. Et vous, ça paraît extrêmement construit, extrêmement réfléchi, un petit peu à l'opposé de ça. Et ça me surprend. Voilà, après je déclarerai le buffet ouvert. Non mais rapidement peut-être répondre à ça, c'est que je ne sais pas si c'était très ordonné, parce qu'il y a eu beaucoup aussi d'imprévus, beaucoup justement de cul-de-sac, justement de moments où j'allais ah non, ça marche pas, et d'ailleurs j'ai eu des échanges comme ça avec une écrivaine en fait, avec qui j'avais un échange par rapport à ce texte. Vraiment des mots, on s'est trompé, j'allais dans un endroit et ça marchait pas. Mais je pense qu'en fait ce qui reste peut-être de ce côté ordonné justement, c'est juste en fait peut-être la bibliographie de lecture au départ, qui était vraiment extrêmement importante aussi par les mutations qu'elle a eues. Parce que vraiment, enfin voilà, on en parlait brièvement tout à l'heure, mais effectivement, il y avait Édouard Louis dans ma liste de départ, et en fait, c'était très intéressant de voir comment en fait, les lectures aussi ont évolué à mesure que le roman évolue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me semble en fait très important pour accompagner un projet d'écriture, c'est de faire ce lien-là et cet aller-retour avec les lectures.
et moi mon travail de libraire, et maintenant, enfin d'ailleurs je suis redevenue libraire il y a peu de temps, c'est un travail qui continue à m'apporter énormément et qui me semble être très important, autant d'ailleurs comme personne qui travaille que comme en fait lectrice qui va à sa librairie. Le lien qu'on peut faire avec, qu'on peut développer avec ses libraires, en fait, sa libraire ou ses libraires, me semble être très important et même mener comme ça à l'écriture. Finalement, c'est une narration de travail dans un fast-food construit par une construction de libraire. Peut-être, un petit peu. Que les deux se sont mélangés. Écoutez, merci beaucoup de votre présence ici. C'est extrêmement enrichissant pour la communauté Fac des Sciences et plus largement. Et j'ai le plaisir de vous inviter là dans le hall. Merci beaucoup. Merci.